Derrière cette manœuvre, une armée numérique d'extrême droite, la fachosphère, prête à tout pour instrumentaliser ce fait divers. France 5 diffusait dimanche 21 mai pour son émission La Fabrique du mensonge, un documentaire appelé L'affaire Lola, chronique d'une récupération. Et ce documentaire est très moral pour ceux qui l'ont vu. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il voudrait qu'aucune récupération ou médiatisation excessive n'ait suivi le drame. C'est un vœu pieux, mais ce n'est évidemment pas comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux et encore moins les médias. Là-dessus, France 5 a été d'une grande mauvaise foi. Et deuxièmement, vous allez le découvrir aussi, le documentaire transpire la bonne morale de gauche. La croyance dans une société multiculturelle pacifiée est mise à rude épreuve avec un fait dramatique comme celui-ci. La question de l'OQTF non appliquée et de la nationalité de la prévenue, qui ont été martelées après le drame, a fait l'effet d'un blasphème contre cette bonne morale. Un sacrilège contre ce dogme politique selon lequel les sociétés sont pacifiques quand elles sont mixtes et multiculturelles. Un postulat politique tellement ancré qu'il en est même devenu moral. Revenons sur l'affaire. En octobre dernier, Lola Davier, une jeune fille de 12 ans, est enlevée par une jeune femme qui la torture. L'émotion est énorme et va s'en suivre une large couverture médiatique et même une guérilla par médias sociaux interposés. Dans ce documentaire, France 5 va mettre en avant l'indécence de la récupération politique, notamment de Reconquête et de ses équipes, et le fait que le deuil de la famille ait été piétiné par un tapage médiatique et politique. Également, France 5 a fait appel à un ami de la famille Davier, Daniel Boys, qui, vous allez le voir, n'est pas non plus un ami pris au hasard. On voit des gens comme ça brandissant la photo de Lola, c'était pour moi insupportable. Insupportable. L'affaire Lola raconte l'histoire d'une famille dépossédée de l'image de sa fille. Le premier procès qui est fait à l'extrême droite est d'avoir provoqué une surmédiatisation de l'événement en faisant monter des tweets, des hashtags et des pétitions. Alors une petite Française massacrée par une Algérienne en situation irrégulière, ça ne devrait pas choquer uniquement la dite extrême droite. Alors est-ce que c'est l'extrême droite qui a fait monter cette affaire et la surmédiatisation était-elle évitable? Et est-ce si étonnant que l'affaire Lola ait pris une telle ampleur? C'est ce à quoi on va tenter de répondre dans cette vidéo. Il est évident qu'après des faits divers comme le petit Grégory ou le petit Aylan, l'affaire Lola allait être plus bruyante encore. Désormais, chaque fait dramatique déchaîne les passions sur les réseaux sociaux, en tendance Twitter, et les médias abondent avec de nouveaux éléments, quoi qu'il arrive. En plus, le meurtre de Lola intervient dans un contexte où une tendance TikTok sur le trafic d'organes est en train de monter. Or, la mort de Lola s'est accompagnée de tortures, de numéros inscrits sur les membres et de sévices sexuels. Devant cette horreur, il était évident qu'Internet allait imaginer toutes sortes de théories et entrer en ébullition. Le documentaire de France 5, qui fait pourtant des parallèles intéressants et pertinents sur l'affaire du petit Grégory, aurait dû se rappeler comment les rédactions elles-mêmes ont couvert le fait divers. En 1984, Grégory Villemain, un enfant de 4 ans, est retrouvé mort, ligoté et noyé dans la Vologne. L'enquête a été marquée par des tensions familiales, des lettres anonymes et des erreurs policières, et surtout un traitement assez scandaleux de la presse qui ira jusqu'à perturber l'enquête. Le documentaire reproche à Damien Rieu notamment d'avoir récupéré la photo de Lola sur le Facebook de sa mère et de l'avoir diffusée, même si cette photo avait été diffusée dans le but de retrouver Lola. Pourtant, dans l'affaire Grégory, la photo de l'enfant a été diffusée abondamment. En fait, les reproches de France 5 sont finalement très moraux et font fi de ce qui se passe à chaque fois dans ce genre de faits divers. Évidemment, pour la famille de la victime, la séquence médiatique et politique qui suit ce drame est insupportable, mais c'est une machine parfaitement incontrôlable et personne ne peut empêcher l'émotion et la colère, même s'ils se déversent sur les réseaux sociaux. Alors concernant la récupération politique qu'en aurait fait l'extrême droite. Alors que signifie récupération si ce n'est pour un homme politique de s'emparer d'un fait d'actualité et d'en tirer des conclusions politiques? Mais à l'inverse, surfer sur la dite récupération pour avancer un contre-discours à ses opposants politiques, n'est-ce pas aussi de la récupération? Le documentaire, pour montrer la mobilisation de la dite fachosphère, va faire un pur cherry-picking d'extraits de vidéos d'influenceurs et de youtubeurs en insistant sur des vidéos et des extraits chocs, mais très isolés pour exacerber la radicalité de ces influenceurs. Par exemple, de Papacito en train de couper des bûches avec une hache, de Thaïs Descuffon en train de shooter dans un stand de tir. Paul Conge, journaliste à Marianne qui intervient dans le documentaire, affirme aussi que l'extrême droite aurait ourdi la conquête d'Internet depuis 20 ans. Alors les personnes de la fachosphère visées par le documentaire n'étaient même pas en vue il y a 10 ans, ni même il y a 5 ans pour la plupart. France 3 explique ensuite que l'extrême droite va contaminer la sphère médiatique jusqu'au-delà des chaînes d'opinion parce que l'affaire Lola devient le sujet des matinales de radio. Une nouvelle fois, France 5 minimise un peu l'ampleur émotionnelle de ce crime. France 5 fait semblant de s'étonner, mais oublie que les médias ou les partis de gauche n'avaient pas appelé au recueillement et à la retenue lors de George Floyd ou de Adama Traoré. D'ailleurs, cette affaire George Floyd, qui avait relancé Black Lives Matter en France, et même l'affaire Adama Traoré, la médiatisation
médiatisation de ces deux affaires avait tout de cette contamination de la sphère médiatique par l'extrême gauche ou même la gauche indigéniste. Cette vague émotionnelle et cette surmédiatisation étaient allées jusqu'à la parenthèse légale au nom de, je cite, l'émotion, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, avait laissé se tenir des manifestations Black Lives Matter et du comité Adama, alors que les rassemblements étaient limités à un nombre de personnes dans les mois qui ont suivi le confinement. Quand un ministre de l'Intérieur, garant de l'ordre public, explique que l'émotion peut dépasser la loi, on est donc très au-delà de la mince réaction du gouvernement sur l'affaire Lola. En réalité, France 5 exagère largement l'effet qu'a eu cette affaire sur le monde politique. En fait, on a le sentiment que certains faits divers peuvent être médiatisés et récupérés plus que d'autres. Faut-il rappeler que le président François Hollande, en exercice, s'était rendu au chevet de Théo Luaka en pleine affaire judiciaire. En fait, quand un fait divers concorde avec une certaine vision du monde, selon laquelle par exemple les personnes immigrées sont victimes de la police, là, il y a un intérêt à l'émotion et à la saine récupération. Quand c'est une personne immigrée en situation irrégulière qui est présumée coupable d'un meurtre barbare, là attention, prenons des pincettes et pensons à la famille. Pour France 5, la montée en épingle de ce fait tragique est purement organisée à des fins politiques. L'amnésie est totale. Alors que comme tout fait d'actualité pouvant être relié à un phénomène plus large, le meurtre de Lola allait inévitablement devenir un fait de société, abordé, commenté, débattu. Puisqu'il s'agit d'insécurité, de criminalité en augmentation en France et d'immigration qui sont des thèmes majeurs du débat public. Alors si créer une pétition aussi rapidement ou acheter des noms de domaine au nom de Lola par les équipes d'Éric Zemmour allait au-delà de toute moralité, de tout respect, le fait de se mobiliser politiquement suite à un fait d'actualité est le principe même de la politique. Un autre exemple me vient à l'esprit, celui d'Aylan Kurdi en septembre 2015. Un enfant syrien de 3 ans, mort noyé, est retrouvé échoué sur une plage de Turquie alors que sa famille tentait de rejoindre l'Europe. Ce drame a été largement médiatisé et récupéré politiquement. Dans l'Express, on fait même le lien immédiat entre la mort de l'enfant et la question des migrants. 20 minutes va tout simplement titrer son portrait « Aylan, 3 ans, enfant de l'humanité naufragé ». Car finalement, ce ne sont pas les passeurs qui jettent ces migrants dans des embarcations de fortune, mais c'est la bonne conscience des pays européens qui a fait naufrage. Mais sans doute y a-t-il les bonnes et les mauvaises récupérations. Dans le documentaire, la famille de Lola n'intervient pas, ou du moins seulement le discours de la mère de Lola le jour de son enterrement. Ce discours est écrit par un ami de la famille, Daniel Boyes, qui intervient durant tout le documentaire et abonde dans le sens des journalistes de France 5 pour dénoncer l'instrumentalisation de l'extrême droite. Cet ami de la famille, très affecté par l'événement on l'imagine, n'est pour autant pas n'importe qui. Et malgré ses prises de position, France 5 ne précise pas pour autant les différents engagements qu'il a eus. Un portrait sur le site Histoire Ordinaire dépeint Daniel Boyes en vieux fantassin de la gauche qui est sur tous les fronts depuis plus de 50 ans. D'après cet article, Daniel Boyes aurait été maoïste en 1968. Il sera aussi engagé au conseil régional et même à la mairie de Béthune pendant plusieurs années et sera mobilisé contre le Front National qui arrive en tête au régional de 2015. Autre témoignage choisi bien particulièrement. À 56 minutes, le journaliste Paul Larouturou intervient de nouveau. C'est peut-être anecdotique, mais un message collé dans la rue Manin est lu et montré par le journaliste de LCI qui s'en extasie presque. À notre voisine Lola, avec un petit cœur, repose en paix petit ange, que ta mort tragique ne soit pas instrumentalisée à des fins racistes et politiques. Et veut montrer la solidarité et la compassion des voisins. Le fait même de placarder ce mot qui s'adresse au début à Lola, puis qui invective le passant, est en soi un drôle d'hommage. Est-ce que ce seraient les derniers mots que vous voudriez dire à une personne qui va mourir? On a un mélange d'adresse pour Lola et d'un discours impératif qui apostrophe le lecteur. Je cite encore, « Respectez la défunte, respectez la famille, respectez notre quartier, votre vampirisme morbide est indécent. » Donc on n'est pas du tout sur un message apaisant, on est sur un cours de morale antiraciste. Et pourtant, pour Paul Larouturou, ce message est censé montrer le contraste entre le recueillement de la rue et en gros la haine d'Internet. Et le pire peut-être, l'auteur de ce mot termine en signant une voisine algérienne qui aimait t'entendre rire. Pourquoi mettre en avant cette nationalité? Apparemment, on ne doit pas s'arrêter à l'origine des gens, et pas non plus de la principale suspecte. La nationalité n'est pas censée être un sujet. Alors pourquoi le faire délibérément? Imposer un discours et une théorie conspirationniste, le francocide. Revenons aussi sur certains concepts abordés par le documentaire et qui sont décriés, comme le francocide. En effet, le francocide est un néologisme d'Éric Zemmour et lors de son meeting de rentrée de 2022, il le compare au terme féminicide, un homicide
contre femmes imposées dans le système médiatique par des associations féministes. À la différence du francocide, dont l'emploi s'est limité aux militants d'Éric Zemmour, à une partie de la droite, alors que le terme féminicide, lui, est aujourd'hui largement employé dans les médias, les institutions et jusque dans la bouche d'Emmanuel Macron. Le documentaire aussi décrypte l'astroturfing qui consiste à faire monter artificiellement un thème dans le débat public pour que les médias et les politiques s'en saisissent à coup de campagnes de partage et de diffusion massive d'un hashtag via des groupes de bots ou de militants numériques. Pourtant, il en a été exactement de même pour le terme féminicide. Le terme a été imposé lentement via les réseaux sociaux par les associations féministes lorsque des féminicides se produisaient, soit la récupération d'un fait divers. Ils attaquent en meute. Un mot qui devient un hashtag et ils bombardent. Toujours sur le francocide, le documentaire fait semblant de ne pas comprendre le sens de ce néologisme qu'est le francocide, en démontrant que Dabia n'avait pas de mobile raciste. L'idée du francocide est de mettre un terme sur un fait de société, celui du meurtre de Français par des étrangers, mais pas sur le mobile du crime. De la même façon que le féminicide n'est pas considéré comme un meurtre à mobile misogyne, mais comme un meurtre perpétré par un homme, un conjoint ou un ex-conjoint, qui est aussi un fait de société. D'abord, il y a des degrés d'urgence dans l'OQTF, on le sait parfaitement. Et puis il y a des OQTF que personne ne peut exécuter, je suis désolé. L'aveu est assez énorme de la bouche du ministre de la Justice. On comprend dans ces mots que pour lui, le sol national n'a aucune valeur sacrée. Alors qu'au Canada, en Australie, aux États-Unis, pour mettre un pied en dehors de l'aéroport, il vous faut être bien équipé et l'obtention d'un visa est exigeante. On arrive au bout de la vision gestionnaire et technique de la politique. Finalement, on ne peut pas faire face car la machine est trop lourde. On ne peut pas appliquer les OQTF, donc si des drames ont lieu, vous ne pouvez pas vous en prendre à l'État, il n'est plus responsable. Rappelons que selon la direction centrale de la police aux frontières, Éric Dupond-Moretti, acquittator, a sans doute le génie pour trouver des circonstances à ses clients. Et il devrait tout simplement remonter le parcours de Dabia, comme dans toute enquête criminelle. Et dans le parcours de Dabia, la principale suspecte, il y a un acte manqué, cet OQTF qui aurait dû éloigner depuis longtemps Dabia B du pays et donc l'éloigner de sa victime. Il y a eu cette chanson dans les médias qui consistait à dire que ce crime aurait eu lieu de toute façon et que l'OQTF n'y aurait rien changé. C'est tout simplement d'une grande malhonnêteté. Pourtant, on aime à signaler les défaillances de l'État, surtout à gauche. Et à juste titre, en termes d'écologie, avec le procès du siècle, avec la fraude fiscale, avec le maintien de l'ordre, avec la lutte contre l'extrême droite et la manifestation du comité du 9 mai récemment, où toute la classe politique s'est indignée qu'une telle manifestation se tienne. Et tout à coup, l'État ne pourrait être pas mis en cause pour la non-application des OQTF, comme si les OQTF qui n'étaient pas appliqués, finalement ce n'était pas si grave. Car ainsi, on laisse un peu de répit aux damnés de la terre que sont les clandestins.